Bonsoir les amis, bienvenue dans cette nouvelle édition du Club, une édition presque exclusivement consacrée au début de la phase de poule de la Ligue des Champions. Reda Allali, bonsoir. Bonsoir les amis. Avec nous également Amin Rahmouni, bonsoir Amin. Bonsoir Chanel, bonsoir tout le monde. Je ne suis pas sûr de devoir les utiliser aujourd'hui, vous êtes tellement des gens bien élevés qui ne me contredisaient jamais, qui ne m'interrompaient jamais, qui respectaient un petit peu le timing de l'émission. Je ne pense pas que je vais en avoir besoin, mais je les garde. Pourquoi ? Je les garde quand même. Parce qu'on devait être certain que tu nous renouvellerais, cher ami. Maintenant que c'est fait, je pense qu'on pourra se lâcher. Voilà, exactement. Alors, exclusivement consacrer cette édition du Club, bien sûr, à la phase de poule. On va s'attaquer à ce sujet qui fait vibrer Reda Allali, la phase de poule de la Ligue des Champions, n'est-ce pas Reda ? Non, d'un côté c'est vrai, je ne vais pas répéter tous les ans la même chose, mais effectivement c'est une phase qui ne sert à rien. On va passer 4 mois à éliminer 8 équipes, voilà. Et en même temps, ça nous fait quand même plaisir de retrouver cette compétition qui prend de plus en plus de place. Ouais. Hein. C'est presque devenu la compétition, les autres étant des tournois qualificatifs, les championnats nationaux étant devenus des tournois qualificatifs pour cette compétition. En tout cas, c'est comme ça que beaucoup de clubs le prennent. Donc c'est quand même un plaisir, hein, malgré le fait que l'enjeu soit faible, surtout au début. Et donc on a des chocs qui en fait sont des faux chocs, hein, puisque les favoris vont tous passer, mais c'était quand même un plaisir à suivre aujourd'hui. Et là, vous parliez, Reda, bien sûr, de ce Barça-Juventus, on va y revenir. Mais avant, on va bien sûr parler d'Amin Harit. Amin Harit, le jeune prodige de Schalke, qui a décidé de porter les couleurs de l'équipe du Maroc, l'international espoir français, champion d'Europe dans les U19 l'été dernier, a donc choisi les Lions de l'Atlas d'Hervé Renard. C'est un choix de cœur, affirme Amin Harit, qui a posté une vidéo sur sa page Facebook. Extrait de cette vidéo. Voilà, j'ai des parents qui sont marocains. J'ai une famille, j'ai énormément de personnes qui sont au Maroc. Voilà, depuis tout petit, tous les ans, je vais au Maroc pour voir ma famille, etc. Et mon choix aujourd'hui, c'est porté vers le Maroc, grâce et à cause de ma famille, parce que c'est important pour moi de représenter ma famille comme il se doit. Ça n'a pas été facile encore une fois, mais c'est des choix qu'il faut faire. Je pense que c'est le choix le plus difficile que j'ai eu à faire depuis le début de ma carrière. Et aujourd'hui, j'en suis très fier. Et encore des remerciements pour la Fédération française de football, l'équipe de France et tous les dirigeants que j'ai pu avoir durant ces 3 dernières années. Voilà. Et à tous les Marocains, voilà, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt et j'espère être là contre le Gabon. Ciao. Voilà, à bientôt et peut-être très prochainement, en octobre, au Gabon. Réaction, Amin? Tant mieux pour lui, hein, mais bon, après, on va un peu se détendre sur les mots, parce que, bon, jeune prodige, on va quand même rappeler que ce garçon n'est professionnel que depuis la saison 2016-2017. Donc avec un but il y en a marqué... un qui est professionnel depuis juste une saison auparavant et qui a coûté 105, voire 150 millions d'euros. Après, si tout le monde est fou, on n'est pas obligé d'être aussi fou que ça. Mais non, très sérieusement, c'est un joueur qui est en train de s'imposer comme l'un des grands espoirs du football en Europe. Tu sais que c'est déjà beaucoup. C'est important. Il a été élu meilleur joueur du dernier match de Bundesliga avec Schalke. Pour chacune de ses apparitions, franchement... Tu réalises bien qu'entre prodige et jeune espoir prometteur, il y a quand même un monde. On est bien d'accord. Pour le Maroc, on peut parler de prodige, non ? Tout patron que tu sois avec tes cartons, tu concéderas que jeune prodige et jeune espoir, c'est autre chose. Tu es déjà en train de me faire regretter la décision de Cache, mais ils ne sont pas très loin. Plus sérieusement, j'aimerais juste qu'on se détende un peu avec les mots, parce qu'il ne faudrait pas non plus lui placer une charge beaucoup trop lourde sur les épaules. Ce garçon, on a déjà eu le cas Ziyech, on a vu un peu ce que ça a pu donner tout récemment en équipe nationale. Donc moi, je préfère voir ça aujourd'hui comme un jeune prodige, ou du moins un jeune espoir, qui choisit de venir défendre les couleurs marocaines. C'est très bien pour lui. J'espère que ça va être très très bien pour nous quand il prouvera quelque chose avec l'équipe nationale. Mais pour l'instant, bon voilà, c'est 34 matchs avec FC Nantes. Ce que j'ai pu lire, c'est d'après le président de Nantes, c'est que Ranieri, quand il vient, il voulait en faire son numéro 10, donc le vrai dépositaire du jeu. Ça s'est pas trop mal passé avec l'équipe de Nantes, donc il va à Schalke. Maintenant, attendons de voir, je pense, avant de lui accoler des petits adjectifs. C'est une promotion, ça s'est pas bien passé à Nantes quand même. Schalke, c'est l'étage au-dessus. Hein, oui, mais bon, il a fait le pressing pour partir. Bon, c'était pas du goût du président Kitane et de l'entraîneur Ranieri. Il a fait du Dembélé. Du Dembélé qui marche, c'est pas du Coutinho, parce que Coutinho, ça marche pas. Non, Coutinho n'a pas fait du Dembélé. Non, je vais pas parler de foot parce que je connais pas ce garçon. Donc je vais m'abstenir de parler de technique.
J'ai jamais vu ni à Nantes ni à Schalke, excusez-moi. Je parlais humainement, deux choses. Premièrement, je trouve beaucoup d'élégance dans sa vidéo. C'est la première fois que c'est la plus propre, nette, élégante, encore une fois, je trouve pas de meilleur mot, façon de choisir une sélection en remerciant l'autre. Voilà. Ça fait quand même, peut-être, on a eu des dizaines de joueurs qui ont dû faire ce choix-là. Ça a été la plus jolie façon de le faire. Voilà. Deuxièmement, toujours pour rester sur le niveau au point de vue humain, je trouve que c'est touchant. On sent un déchirement. Le destin de ces garçons, il est très émouvant. On voit bien, tout est dans la phrase à cause ou grâce et ma famille, et excusez, je remercie la France. Il y a quelque chose de touchant dans le destin de ces garçons. Dans le choix qu'ils sont obligés de faire très jeunes, alors qu'ils ne sont pas forcément mûrs, mais ils ne sont pas forcément conscients des conséquences, des enjeux. Alors que c'est des choix importants. Hein. Oui, voilà, c'est un choix très important à faire alors que tu es très jeune et que tu ne sais pas exactement comment ça va tourner. Voilà, donc je trouve ça touchant à un point de vue strictement humain et je suis loin du foot, j'en suis conscient. Quoi. Juste une phrase, on va quand même se rappeler qu'il y a eu plein de cas où des joueurs ayant choisi la sélection marocaine et avec qui ça s'est mal passé par la suite ont beaucoup lobbyé, fait du lobbying, ou du moins, ont beaucoup fait en sorte que d'autres ne suivent pas leur pas. Soit en dénigrant, soit en... Voilà, Tu as des exemples? Oui, enfin des joueurs, bon, on ne reviendra pas sur des noms particuliers, mais les joueurs hollandais, Boulherouz par exemple, avec qui c'était plutôt mal passé. Par la suite, bon voilà, toute la diaspora qui joue en Hollande, on a eu des déclarations par la suite. Effectivement, non, peut-être pas. Je ne sais pas si Chedli a eu l'occasion de rencontrer des Marocains de Belgique par la suite, mais je me rappelle qu'au niveau des joueurs hollandais, voilà, quand c'était mal passé, certains ont fait en sorte que, voilà, de prévenir d'autres joueurs que ce n'était pas forcément la bonne solution à prendre. Mais j'espère que ça se passera bien pour ce joueur, parce qu'effectivement, comme dit Reda, c'est plutôt touchant. Et d'ailleurs, même en France, ils ont beaucoup salué la communication d'Amin Harit par rapport justement à ce changement de nationalité sportive. Exactement. En tout cas, une vidéo très touchante. Et ça ne fait pas beaucoup plaisir au football français, parce qu'effectivement, Amin Harit, c'est le produit de la formation française. Il est passé par toutes les catégories d'âge en équipe de France. Maintenant que le fruit commence à être... on se rappelle quand même du mini-scandale. Le Haji. On se rappelle quand même du mini-scandale. Voilà, sur une génération, c'est autre chose. Même Staff. Non, je parle de Staff. On se rappelle quand même du mini-scandale qui a été créé en Hollande tout récemment, quand Van Basten a quand même traité Ziyech et un degré moins de Tanan d'imbécile. Le terme, c'était imbécile, parce qu'ils avaient choisi l'équipe marocaine en lieu et place de l'équipe hollandaise qu'ils estimaient beaucoup plus prestigieuse. Moi, je trouve qu'on est dans un monde un peu bizarre aujourd'hui. J'accueille évidemment, comme tous les Marocains, à bras ouverts des talents qui... Mais en même temps, on peut pas, à mon avis, hein, c'est mon opinion, on ne peut pas concentrer tous nos efforts pour essayer de convaincre ces joueurs et ne faire rien d'autre à côté. Voilà. Ça ne peut pas être la stratégie. La stratégie du football marocain ne peut pas être juste de convaincre les binationaux. Voilà. Il faut faire autre chose également au niveau local pour développer le foot, y compris amateur, élargir la base des joueurs, etc. Voilà, je le dis à chaque fois, mais bon, ça ne change rien. Mais c'est juste pour le dire. En tout cas, on est d'accord. Et en tout cas aussi, Reda Lali est énervé ce soir. Parlons, Reda, du Paris Saint-Germain. Le Paris Saint-Germain, un PSG qui en impose quand même. On en a parlé souvent autour de cette table. C'est un petit peu l'obsession de l'équipe du Paris Saint-Germain que de remporter cette Ligue des Champions. C'est un très très bon début. Un résultat à la Catalano-Barça, une victoire 5-0 en Ligue des Champions. L'équipe de Paris s'est amusée à Glasgow, victoire 5-0 avec tout le monde qui marque. Avec tout le monde qui marque, les stars qui marquent, ce qui valide un peu leur politique sportive de l'été. Donc quand on voit sur la feuille de match le but de Mbappé, Cavani et Neymar, voilà, on a l'impression que maintenant, tout ce qu'on va dire ce soir doit être tempéré par le fait qu'on est en septembre, que c'est la première journée. En même temps, on est bien obligé de commenter ce qui se passe sous nos yeux. Et sous nos yeux, ce qui s'est passé, c'est une excellente entrée en matière de Paris qui est là, voilà, qui, à mon avis, va se promener en phase de poule et qui sera évidemment jugé plus tard. Mais c'était bien de commencer fort et ils l'ont fait. Et ils sont en train de poser tranquillement leur statut. Et à ce point de vue-là, le travail est bien fait pour moi. Il faut juste nuancer un peu, c'est que sur les 3-4 dernières années, ils ont toujours très bien commencé en phase de poule. On peut se remémorer un peu tout leur parcours. Maintenant, effectivement, comme dit Reda, voilà, ils seront jugés à l'aune des quarts de finale, parce qu'effectivement, pour apparemment arriver en quart de finale n'est pas une difficulté. En quart, ils arrivent en quart, mais ils n'ont jamais pu justement franchir ce seuil psychologique, on va dire, du quart.
avec cette défaite presque 6 mois jour pour jour à Barcelone, donc cette fameuse remontada qui te laisse de formidables souvenirs, qui permet de bien dormir. Mais, et puis j'ai bien aimé ta manière de présenter le PSG, ils ont gagné à la catalane, parce qu'effectivement, il n'y a que les Catalans qui gagnent 5-0 ou 4-0 en Ligue des Champions. Chelsea vient d'en mettre 6. Gagné, je pense, Ils avaient perdu, je pense. Je pense que le Barça a perdu à Glasgow une année. Avec Rod Stewart, qui était ému dans les tribunes, tu te rappelles. Avec un 6-0. Mais c'est bien tenté, c'est bien tenté. Au retour. En tout cas, Chelsea vient d'en mettre 6 à une équipe à la catalane. À la catalane, effectivement. Ouais, sauf que l'adversaire s'appelle Karabakh. Voilà. On parle aussi du. Vous me ramenez à chaque fois à la catalane. Non, plus sérieusement, on reviendra à Paris. Aujourd'hui à Paris, je ne pense pas que ce soit sur leur compétences ou savoir-faire offensif qui vont être jugés, mais surtout sur leur solidité défensive. Parce qu'aujourd'hui, effectivement, Mbappé, Neymar, Cavani, ça va tourner à des chiffres stratosphériques à la fin de la saison en termes de buts marqués. Maintenant, pour gagner des matchs, on sait qu'il faut toujours en marquer un de plus que l'adversaire. Et dans des matchs fermés, il faut faire en sorte de ne pas en prendre. Et c'est sur ça qu'ils vont être jugés davantage. Pour rester sur ce match-là, toute la semaine, on nous a parlé du Celtic, de l'ambiance de Ibrox Park, non? C'est l'autre Non, j'ai un trou de mémoire. Bref, sur l'ambiance d'Edimbourg et sur toute la logique. C'est le Celtic Park. Voilà, Celtic Park. En fait, ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'aujourd'hui, on a une Ligue des Champions qui a besoin de compétition très tôt. Aujourd'hui, ce qui se passe au niveau de la structure capitaliste des équipes fait que, en fait, le Celtic n'a aucune chance. Voilà. On a beau fabriquer des belles histoires avec un très beau stade et une très belle ambiance et une grande histoire et un cœur vaillant et de la gloire. En fait, en vérité, sur le terrain, ça ne tient pas la route. Et je pense que tôt ou tard, l'UEFA devrait se pencher un peu sur ce problème de compétition, d'égalité des chances et d'avoir des choses moins déséquilibrées. Parce que c'est joli le vert, c'est joli les champs, you never walk alone, etc. Mais ça ne va pas suffire. Le Celtic Park également, pour votre culture générale, appelé le Paradis. Merci. Qui a été extrêmement loué par Paolo Maldini quand il était encore joueur, et par Messi tout récemment, pour dire qui disait peu ou prou tous les deux. Nous avons eu la chance de jouer dans ce terrain-là qui est l'un des plus impressionnants d'Europe, et je souhaite à tout joueur professionnel un jour de disputer un match de à l'ambiance devrait s'ajouter l'intérêt sportif, et je pense qu'aujourd'hui, avec l'évolution du foot, il n'y en a plus. En tout cas, Messi et le FC Barcelone. On parlait de Paris, qu'est-ce que tu nous parles de Messi? Non, mais tu disais que Messi trouvait exceptionnelle l'ambiance au Celtic Park. Messi qui a pris sa revanche, et lui et son Barça. Une victoire nette, 3-0, voire même. Très beau match. Et mauvais, peut-être un peu. Match moyen pour Mehdi Benatia. Ce qu'il y a d'horrible sur Mehdi Benatia. Match moyen pour Mehdi Benatia, si tu veux commencer par Mehdi Benatia, il est défenseur d'une équipe qui a souffert défensivement, qui en a pris 3. Donc, je dirais, il n'est pas plus pointé du doigt peut-être que les autres. Ils ont tous été un peu dépassés par un Messi supersonique. Voilà. Donc, quand il prend de la vitesse, c'est très difficile de défendre sur lui. Sur le premier but, il n'avance pas. Sur le second, c'est Benatia. Sur le troisième, il le regarde passer. Mais en même temps, on en parle parce que c'est notre capitaine. Sincèrement, Barzagli à côté n'a pas été beaucoup plus glorieux. Que dire de Buffon? Encore, on a refusé un but sur un hors-jeu un peu litigieux. Il avait quasiment offert. Erreur de voilà, devant Messi, la vérité, c'est que tous les défenseurs du monde ont l'air un peu dépassés. Et parce que surtout le Messi d'aujourd'hui qui était exceptionnel, qu'on a vu sur le côté, on a vu dans sa position un peu axiale, transpercée en plein axe, combiné, marquer ce premier but, se décaler à droite pour donner le deuxième, revenir dans l'axe pour mettre le troisième. Bon, il était phénoménal aujourd'hui, et c'est pas contre Messi voilà, c'est pas à la limite aujourd'hui beaucoup de joueurs auraient eu le même rendement, quoi. L'autre affiche qui ne sert pas à grand-chose selon Reda de cette première journée de la phase de poule de la Ligue des Champions, Amine, c'est le match nul 0-0 de l'Atlético chez l'AS Rome. Ah oui, qu'on n'a pas vu, qu'on n'a pas pu voir parce qu'on ne va pas tout suivre. Mais apparemment, l'Atlético a beaucoup dominé à l'AS Rome. Juste par rapport parce que depuis le début de l'émission, on dit que Reda trouve que ça ne sert à rien, mais ce n'est pas vrai. Pour moi, le fait d'avoir pu avoir un Juventus-Barça, par exemple, c'est qu'on a pu voir Benatia jouer un match de haut niveau de Ligue des Champions. Donc, ça sert à quelque chose. Maintenant, oui, par rapport à l'Atleti, on a aujourd'hui deux belles équipes. Ça aurait pu être un vrai gros choc. Mais bon, quand tu as un Barça-Juventus, je pense que ça éclipse un peu tout le reste. En tout cas, la chance qu'on a, c'est qu'il n'y a pas eu de but, donc on n'a pas dû rentrer grand-chose. Voilà, exactement. Et en tout cas, c'était dans l'air depuis cet été. C'était officiel depuis la semaine dernière. Diego
Simeone a prolongé sa belle histoire d'amour avec l'Atlético Madrid pour 2 saisons supplémentaires, soit jusqu'en juin 2020. Le technicien argentin, vainqueur de la Ligue Europa en 2012 et de la Liga en 2014 et double finaliste de la Ligue des Champions, aura donc de nouvelles opportunités pour garnir l'armoire à trophées des Colchoneros. On regarde le sujet, on en parle juste après. C'est fait, c'est signé et c'est un énorme ouf de soulagement pour tous les supporters de l'Atlético Madrid. Diego Simeone s'inscrit dans la durée à l'Atlético Madrid, au club depuis 2011. L'entraîneur argentin a chassé ses hésitations et prolongé son contrat jusqu'en 2020 avec l'ambition d'atteindre enfin le Graal d'un sacre en Ligue des Champions. Le précédent bail du charismatique entraîneur courait jusqu'en 2018 après que Simeone eut choisi l'an dernier d'écourter son contrat de 2020 à 2018, une pratique rare dans le monde du football. À l'époque, il semblait atteint moralement après avoir échoué 2 fois en Ligue des Champions, à chaque fois face au grand voisin et rival, le Real Madrid. Mais El Cholo a par la suite dédramatisé les spéculations sur son avenir en répétant son attachement au club où il a remporté 5 titres, dont l'Europa League en 2012, la Coupe du Roi en 2013 et la Liga en 2014. Et la conquête de la Ligue des Champions reste son grand objectif. L'Atlético va enchaîner cette saison une 5e participation consécutive à l'épreuve reine européenne dont elle a atteint au moins les quarts ces 4 dernières années. Simeone a également pu être séduit par la perspective de s'installer sur la durée dans le nouveau stade de l'Atlético, le Wanda Metropolitano, une enceinte de 70 000 places et qui doit être inaugurée le 16 septembre. El Cholo est par ailleurs très populaire parmi les supporters colchoneros, dont il était déjà l'idole lors de son passage comme joueur. Cette prolongation de contrat confirme le statut de Simeone comme entraîneur à la plus grande longévité parmi les clubs de première division espagnole. Au niveau européen, seul Arsène Wenger, avec Arsenal en poste depuis 1996, le devance. Simeone qui reste donc à l'Atlético, c'est une super bonne nouvelle qui intervient à un très très bon moment pour les Colchoneros, privés de recrutement cet été. Les amis, vous l'avez bien entendu réclamé, vous avez été gentils depuis la reprise de cette émission. Je me suis exécuté en accueil comme il se doit, le grand, l'unique Fred Hermel, notre consultant pour le football espagnol. Fred, qui revient tout d'abord sur cette prolongation de contrat de Simeone à l'Atlético. Fred. Mais non, il n'y a pas que de mauvaises nouvelles du côté de l'Atlético. Il y en a même des bonnes. C'est vrai que les Colchoneros n'ont pas pu inscrire de nouveaux joueurs cet été à cause de la sanction de la FIFA. Deuxième partie, puisqu'il y avait déjà eu cette interdiction au mois de janvier lors du mercato d'hiver. Et c'est vrai qu'il faut faire un petit peu contre mauvaise fortune bon cœur, mais pour ça, Simeone sait y faire. Il a annoncé là que le club a annoncé qu'il avait prolongé son contrat. Je pense que c'est surtout un message d'optimisme, d'espoir qu'il lance aux supporters, parce que, rappelez-vous, il y a 1 an et demi, il avait lui-même demandé à réduire son contrat. Je pense que c'est de la com et que tout ça, c'est pour aller dans le bon sens. Je continue à penser personnellement qu'il partira en fin de saison, de même que Griezmann, parce que tous deux avaient un pacte avec les dirigeants qui était d'inaugurer la saison du nouveau stade, le Wanda Metropolitano. Ça va être ce samedi. Enfin, les Colchoneros vont avoir un stade digne d'une équipe moderne du 21e siècle, d'une grosse écurie européenne. Le Calderón, c'était sympathique. Mais enfin, c'était pas terrible au niveau confort pour les joueurs, pas terrible pour les supporters et même pour les journalistes non plus, c'était pas génial comme installation. Donc, du côté de l'Atlético, ça devrait être la crise, etc. Un début de saison plutôt positif. Une équipe sérieuse. Simeone qui arrange les bidons avec ce qu'il a. Et puis, cette rumeur qui fait que, a priori, Diego Costa va rejoindre les Colchoneros au mois de janvier. Donc, oui, des bonnes nouvelles pour la deuxième équipe de Madrid. En tout cas, l'équipe des quartiers plus vraiment sud. Maintenant, ils sont un petit peu à l'est. Voilà, il va falloir changer un petit peu la manière de décrire les Colchoneros. En tout cas, l'esprit reste et c'est bien ce qui compte. En tout cas, la bonne nouvelle également pour nous, notre ami Fred Hermel, en grande forme après quelques soucis de santé. L'Atlético, donc, qui garde Simeone, qui va déménager dès ce week-end.
le stade, le Metropolitano, le nouveau stade de l'Atlético, le Wanda, voilà, comme c'est un club qui appartient aussi aux Chinois, donc le Wanda Metropolitano dès ce week-end. Une réaction, Reda? Ouais, moi je suis surpris, sincèrement, on s'attendait à... Je pensais, j'avais l'impression, peut-être que je me trompe, que Diego Simeone avait porté ce club à des hauteurs indépassables avec les moyens qu'il a. C'est-à-dire que je ne vois pas très bien comment il pourrait faire mieux que ce qu'il a déjà fait. C'est-à-dire 2 finales de Ligue des Champions perdues, un peu ric-rac pour surtout une au péno, une à la dernière minute, un titre de champion. Il est dans l'ombre de 2 géants. On parlait de lui à Paris, on parlait de lui à Arsenal. Je pensais sincèrement, dans mon esprit, je me dis voilà, il ne peut pas faire mieux. Il a été extraordinaire. Oui, mais en même temps, Reda, c'est ce qu'il disait, il ne voulait pas abandonner le club à la tournante de son histoire. C'est dur hein, quand même pour l'Atlético. Interdit de transfert, le déménagement du Vicente Calderón, parce que ça ne s'est pas fait facilement. Et aujourd'hui, il veut accompagner son club dans cette nouvelle vie. Et c'est vraiment un challenge extraordinaire. Et tout à son honneur. Voilà, il s'inscrit dans une tradition un peu comme ça de Ferguson et compagnie, des gens qui sont à l'opposé de ce qu'on voit actuellement dans le foot d'aujourd'hui, c'est-à-dire des entraîneurs qui passent. Voilà. Maintenant, au niveau du challenge sportif, quand tu es dans le championnat du Real et du Barça, et que tu es dans cette Ligue des Champions qui semble de plus en plus difficile. Bon courage. Sincèrement, ça serait héroïque. J'aimerais beaucoup. Mais il accepte un challenge très difficile et c'est tout à son honneur. En fait, son contrat initial était jusqu'en 2020. Oui, mais la saison dernière, il a réduit à 2018. Et là, il change d'avis parce qu'il sentait une certaine lassitude. Parce qu'on sent que l'Atlético Madrid, c'est un petit peu ce que tu es en train de dire, Reda, est un peu en sur-régime. En sur-régime en permanence. Ouais. Non, moi je pense pas. Moi je pense que c'est complètement autre chose. Je pense qu'il y a des entraîneurs qui semblent être faits pour des équipes et vice-versa. C'est des évidences. Je trouve qu'un gars comme Simeone est fait pour ce club-là. Et ce club-là est définitivement fait pour Simeone. Et bien plus que de chercher les titres, parce qu'effectivement, arriver en Ligue des Champions et échouer 2 fois, et c'est malheureux. Mais je pense que ce genre d'entraîneur, quand il reste dans des clubs comme ça, c'est pour le pérenniser. Les coachs honoris, comme on les appelle, ont coutume de souffrir et d'aimer souffrir dans ce championnat espagnol. Ils le revendiquent. Ouais, mais les matelassés. Ils ont pris goût à la victoire. Tu vois, mais ils n'ont pas gagné grand-chose. C'est pour ça que je ne suis pas d'accord. Ils n'ont pas gagné grand-chose. Il y a un deuxième palier à franchir. C'est très dur. À part le titre, ils ont quasiment rien gagné. 5 titres. Oui, non, mais une coupe de l'UEFA. Non, je parle du roi. Un championnat. Attends, c'est pas rien. Non, je dis pas que c'est rien. Je dis juste, il y a eu effectivement un championnat. Qui ont pris des titres. Et il y a eu 2 finales de Ligue des Champions. Mais bien plus que ça, moi, je pense que c'est pérenniser. Maintenant, il y a un nouveau. Je pense qu'aujourd'hui, il y a des échéances financières. Ouais. C'est-à-dire qu'ils ont des contingences avec un nouveau terrain. Donc aujourd'hui, il faut pérenniser certains classements. Il faut aller en Ligue des Champions. Il faut faire en sorte que ce club vienne titiller les 2 grands de l'Espagne tous les ans, aller le plus loin possible en Ligue des Champions parce qu'il y a beaucoup d'argent. Et ça, je pense que c'est bien plus important qu'aller chercher des titres aléatoires et de temps en temps. Et ça, pour un club comme ça. Voilà. Et ça fait plaisir d'être surpris. Simeone, moi, ça me surprend pas. Au contraire, moi, je pense que ce n'était qu'un jeu de pouvoir, cette rétrocession de 2 ans, et que c'est tout à fait normal. Et je le verrais bien rester 10 ans de plus dans ce club-là. Et tu l'as dit, moi je pense que ça peut être le Ferguson de l'athlétisme, monsieur. En tout cas, l'équipe de l'Atlético Madrid qui a fait donc match nul 0-0 à Rome, et dans ce groupe, Chelsea a étrié Karabakh 6-0. Les autres résultats, la défaite surprenante du Benfica, 2-1 à domicile face au CSKA Moscou. Manchester United s'est imposé face à Bâle dans le même groupe, 3-0. 3-0 également pour le Bayern face à l'équipe d'Anderlecht, et Celtic 0 contre l'équipe du Paris Saint-Germain, 5 pour le PSG, Chelsea donc 6-0, et puis le FC Barcelone 3-0 face à la Juve, et puis la victoire, une remontada qui n'est pas arrivée jusqu'à la remontada, l'équipe de l'Olympiakos qui était menée au score 3-0, qui est revenue 3-2. Voici les résultats donc de cette Ligue des Champions, les rencontres ce soir. Dans la seconde partie du club, on va évoquer les rencontres de demain, et notamment le cas du Real Madrid, double tenant du titre. Mais avant cela, j'ai fait de vous des stars au Maroc. Je suis en train de travailler pour vous promouvoir aussi en Afrique. Et bien sachez mes amis, que l'émission Club est diffusée également sur les ondes de Média Afrique. On est capté donc à Libreville sur 100
101.3. En Côte d'Ivoire à Abidjan sur le 97.2. À Dakar, le 93.8. À Nice et à Monaco, le 90.6. À Nouakchott, le 102.4. Yaoundé, 96.2. Bamako, 100.3. Et Ouagadougou, 90.3. Vous rigoliez? Eh ben dis donc, je suis en train de faire de vous de grosses stars africaines et la prochaine étape mondiale. Donc l'émission Club diffusée tous les mercredis sur les ondes de Radio Méditerranée Internationale, Médien Afrique. Restez avec nous les amis, on va se retrouver dans un court instant pour la seconde partie du Club. A tout de suite. Bienvenue les amis dans cette seconde partie du Club avec Reda, Reda. Bonsoir au Sénégal, Côte d'Ivoire, Burkina Faso, Monaco, Nice, Mauritanie et Ouagadougou et Yaoundé. Voilà, exactement. On est très heureux de retrouver également donc, des téléspectateurs un petit peu partout dans le monde, sur Médien TV, mais également des auditeurs un petit peu partout en Afrique avec Médien. C'est très sérieux tout ça? Mais bien sûr que c'est très sérieux. Parce que si ma femme voit ça, elle va vraiment le croire, et ça c'est pas bon. Déjà que ça y est, je change d'avis. Parlons les amis, bien sûr que c'est... tu vas voir, toi la star de Twitter, vous les stars de Twitter, comment ça va chauffer très prochainement. Donc le Real Madrid, mes amis, le Real Madrid qui vise un exploit, de toute façon déjà le premier exploit réalisé par le Real Madrid, donc gagner 2 fois de suite la Ligue des Champions, ça a été donc un exploit incroyable. Le Real Madrid double tenant du titre et qui vise une 3e couronne. Zinedine Zidane, qui va-t-il donc réussir cet incroyable triplé moins de 3 ans après sa prise de fonction, quand même. Il n'est pas entraîneur depuis longtemps. C'est le nouveau défi qui s'offre aux techniciens français qui a déjà presque tout gagné avec les merengues, alors que le début de saison en Liga a été décevant pour la formation madrilène qui affronte la l'Apoel Nicosie. Ça se passe demain. Fred Hermel, notre consultant pour le football espagnol, accessoirement supporter numéro 1 du Real Madrid, répond à cette question. Ce serait quand même un exploit extraordinaire. Déjà qu'aucune équipe n'avait été capable, dans le format Ligue des Champions, le format moderne de la classique Coupe d'Europe, personne n'avait été capable de gagner 2 fois de suite. Le Real de Zidane l'a fait. Vous imaginez un triplé? Lui, oui. Lui l'imagine, les joueurs l'imaginent. Et ce qui est intéressant, c'est que cela fait partie de la motivation des joueurs. On dit souvent que parfois, des footballeurs peuvent être rassasiés parce qu'ils gagnent tout. Ils savent trouver des motivations quand sont accessibles des records que personne n'a jamais réussi à battre. Et Zidane lui-même l'a expliqué en conférence de presse avant ce match d'ouverture de la Ligue des Champions pour le Real à domicile à Bernabéu contre l'Apoel Nicosie. C'est que lui se motive avec la possibilité d'entrer dans l'histoire en faisant le triplé, mais qu'il le sent, il l'exprime d'ailleurs, que les joueurs au quotidien, dans les entraînements, dans le travail, ont pour objectif de marquer l'histoire en gagnant 3 fois de suite la Coupe d'Europe, la Ligue des Champions. Et ça, c'est un élément de motivation qui est très clair pour les joueurs du Real. Donc oui, ils y croient. C'est vrai que pour cela, le Real Madrid peut compter sur ce qui est sûrement, je ne sais pas si c'est le meilleur 11 du monde, mais ça reste le meilleur effectif du monde. Vous savez, quand vous pouvez vous permettre de mettre des joueurs comme Isco, comme Asensio, comme Nacho, qui est international espagnol sur le banc, quand vous avez une palette aussi énorme de joueurs, quand vous allez pouvoir vous permettre de faire tourner dans les matchs de Liga sans trop vous mettre en danger avant un quart de finale, une demi-finale de Ligue des Champions, comme ça a été le cas la saison dernière, oui, vous êtes encore favori et le grand favori de cette Ligue des Champions. Alors oui, le triplé, le Real y croit. Voilà, le triplé, le Real y croit. Alors comment Zinedine Zidane et son Real vont-ils donc gérer cette espèce de pression, ce statut? La réponse, bien sûr, du technicien français. Il est au micro de qui? De Fred Hermel. De Fred Hermel, voilà. Quelle surprise. On écoute Zidane. J'en souris déjà. Parce que nous, moi le premier, mais je pense que c'est le quotidien de tous ces joueurs, c'est-à-dire que c'est ce qui nous motive, quoi.
c'est ce qui nous motive, c'est ce qui nous amène à pouvoir faire des choses, en fait, ce qu'ils font tous les jours, c'est-à-dire se préparer à la compétition. Et donc c'est une motivation tremende, enfin incroyable, voilà. Donc mais on sait en même temps que de toute façon c'est aussi on va jouer contre des adversaires qui vont avoir une motivation aussi tremende. Voilà, une très belle histoire d'amour entre le Real de Zidane, non mais c'est ça, entre le Real Madrid et Zidane, entre Zidane et la Ligue des Champions, et entre Zidane et Fred Hermel. Ouais, non, il a raison, il exagère à peine, il est supporter, mais il exagère à peine quand il dit que c'est un des... Pardon, le meilleur 11 du monde, je ne sais pas si c'est le meilleur 11 du monde, mais c'est un 11 extraordinaire, qui a fait un été magnifique. Hein, on les a vus dominer le Barça, on les a vus Manchester également, on les a vus ensuite caler un petit peu avec ces 2 matchs nuls qui font partie de ce qui arrive dans une saison. Parler aujourd'hui, nous vendre un 3e titre alors qu'on n'a pas encore mis le pied sur la pelouse de la Ligue des Champions, est-ce que ça veut dire que le Real est favori? Évidemment, le Real est favori. Ça, tu peux le dire à peu près tous les ans, même avant même que ça commence, et n'importe quelle équipe. Celle-là, est-ce qu'elle est favorite? On a toujours dit ça, Reda, est-ce qu'elle est favorite? Jamais fait auparavant qu'un club gagne 2 fois de suite la Ligue des Champions. Mais le Real l'a fait l'année dernière. Et maintenant, bien entendu, aucun club n'a fait le triplé, et le Real. C'était une anomalie. Limite, on sent que le Real aujourd'hui. On a décidé de changer le nom de la compétition et qu'on a remis les compteurs à zéro. Enfin, l'Ajax avait gagné plusieurs fois de suite. Ouais, c'est bon, je veux dire, c'est pas non plus en changeant le nom des compétitions qu'on efface tout ce qui s'est passé avant. Que c'est une équipe qui est toujours favorite, évidemment, qu'elle soit plus que tous les ans. Personnellement, hein, non, qu'elle soit encore plus que les autres années, oui, parce qu'elle est très forte. Maintenant, on va attendre de voir comment ça se déroule. On va attendre de voir quel sera l'état de forme des équipes en avril, mars. Voilà, c'est très difficile d'en parler aujourd'hui. Mais sur le travail qui a été fait en termes de politique sportive, en termes de recrutement, de politique de jeunes, ce qu'ils ont fait, c'est extraordinaire. Voilà, ça les met au-dessus, effectivement, de tous leurs concurrents aujourd'hui, en septembre. La situation déjà a au moins un avantage, c'est que plus personne ne parle des qualités ou des défauts de Zidane. Notamment des qualités, parce que tout le monde avait mis en cause justement son savoir-faire, en se disant est-ce que c'était de la chance, est-ce que c'était une baraka qui est arrivée d'on ne sait où, parce que Zidane, finalement, tout ce qui se touche transforme en or, d'une part. Et c'est un petit peu normal de se poser ces questions. Non, il arrive, le Real est un an plus tard, il avait gagné la Ligue des Champions. Et il arrive, il transforme tout, il gagne la Liga, il gagne la Ligue des Champions, la Coupe d'Espagne, la Liga, la Ligue des Champions. Justement, au bout d'un titre et une Ligue des Champions. Pour sa première expérience en tant qu'entraîneur. Au bout d'un titre et une Ligue des Champions, on se posait toujours la question. Mais bien sûr, Di Matteo, tout le monde se pose la question encore aujourd'hui. Di Matteo a fait un titre, Robert. Oui, mais Zidane, on se pose encore la question au bout d'un titre. C'est ça, mais au bout d'un titre seulement. Voilà. Et je crois que le second a à peine ébréché justement cette non-confiance que j'avais en lui. Ce qui m'agace, excuse-moi, je te prends juste là-dessus. C'est insupportable aujourd'hui, ce foot d'aujourd'hui, où tout succès est accompagné d'une sorte de revanche, et vous n'y croyez pas, et vous avez dit avant, et moi je le savais avant, et il se trouve que vous aviez des doutes. Il ne faut jamais avoir de doutes, il ne faut jamais se poser de questions, il faut applaudir à tout le monde, parce qu'un jour, on va vous sortir. Non mais c'est l'ambiance qu'il y a aujourd'hui, c'est pas contre en général. Il y a une espèce d'esprit revanchard que lui-même n'a pas d'ailleurs, qu'il y ait eu des doutes, ils ont été légitimes, qu'il les ait fait taire un par un, il a très bien fait. Que tout le monde ait reconnu, sincèrement, qu'on ne le voyait pas venir, et moi le premier, parce que quand j'entends parler, j'avais pas l'impression que c'était un grand leader de vestiaire, je me suis trompé. Ni tacticien. Ni tacticien, jamais de foot. Je regrette, et je le fais encore une fois, il peut gagner 25 Ligues des Champions de suite, je regrette, puisque c'est un cas d'or, et qu'il le prouve dans son palmarès, je regrette qu'il ne nous parle jamais de ballon. Voilà, c'est un regret que j'ai, parce que tous les grands entraîneurs, à un moment, quand ils parlent de ballon, ils nous apprennent des choses. Je regrette qu'ils ne le fassent pas, ce qui n'enlève rien à ses qualités. Il est comme il est, mais maintenant, par rapport à ce que tu dis, tu regrettes que justement, chaque fois cette histoire de revanche, mais on peut aussi regretter le fait qu'il y ait chaque fois un scepticisme qui va accompagner chaque performance. Tu juges quoi? Tu juges quoi? Les réseaux sociaux? Les réseaux sociaux disent tout. Non, mais les réseaux sociaux disent tout. Écoute, il ne faut pas qu'il y ait de scepticisme. Il faut que tout le monde, là, on soit comme ça. On sort de notre boîte. À chaque décision de M. Pérez, on applaudit. M. Barthélémy, on applaudit. Non, attends, il faut être un peu sérieux. Non, mais on est très sérieux. On peut estimer qu'après 3 titres majeurs gagnés sur un laps de temps qui est très restreint. C'est fait. De quel scepticisme tu parles?
Mais il y a eu des scepticismes partout. Mais il y en a eu, ils n'y sont plus, c'est normal. Oui, mais ils l'ont accompagné c'est le cours longtemps. de la vie. Mais Les gens démontrent on peut ce aussi qu'ils font au moment où ils postuler le font. qu'à part le fait qu'il ait gagné beaucoup de choses, qu'il ait un peu de talent dans ce qu'il est, on peut aussi postuler, comme l'a très bien expliqué M. Saki, que le Real soit d'une dynamique positive, ce qu'on appelle un cycle, un bon cycle en football. Le Real aujourd'hui dans un bon cycle. Ils ont un bon groupe, apparemment ils n'ont pas de problème particulier. Ça, tout le monde le dit. Ça, tout le monde le dit. Oui, non, mais je veux bien, mais Après, tu vas me dire le scepticisme. Il ne faut pas qu'il y ait de scepticisme. Bien sûr qu'il y ait... Non, il ne faut pas que les gens se posent des questions. C'est magnifique ça. C'est le nouveau foot d'aujourd'hui, c'est la communication, voilà. Il faut applaudir tout le temps. Bien sûr que ce n'est que de la communication. Écoute, communique-toi, moi je communique pas, moi je dis ce que je pense. Moi je communique pas non plus. Vas-y, pour communiquer. Au revoir. Non, tu peux rester. Moi je me casse. Si vous n'avez plus besoin de moi, je reviens. Ok, je reviens. Donc la communication et les réseaux sociaux qui ont un petit peu effectivement. Et les médias. Et les médias. Moi-même personnellement, mais c'est pas mea culpa. C'est vrai, il a raison. Voilà, il faut arrêter de demander pardon. Moi, je croyais pas en Zidane. Pourquoi, Amine? On peut aussi poser la question de savoir, pourquoi? Êtes-vous convaincu ou pas encore? Mais je me suis... Si, aujourd'hui je le suis. Parce que... C'est-à-dire, c'est tout ce que j'ai dit. trouver que Guardiola devienne entraîneur et la réussite qu'a connue Guardiola, que Didier Deschamps devienne entraîneur. On le sentait. On le sent. Simeone, on le sent. On le sent sur la pelouse. On le sent dans sa communication quand il était joueur. Comme on sent que Mascherano va devenir entraîneur. Voilà, comme on sait que Xavi va devenir un entraîneur. Zidane n'avait pas. En tout cas, cette personnalité, on ok, mais combien de temps? C'est très bien que tu soulèves le débat, mais combien de temps? Donc maintenant, c'est le procès, c'est ceux qui ont été longs. Ceux qui ont été trop longs à être convaincus. Je vais donner un scoop. La chasse aux sorcières. Je vais donner un scoop. Sérieusement. Je suis ni le père, ni l'agent, ni le cousin, ni l'ami de Zidane. Je le connais pas. Celui qui va chasser ceux qui ont été sceptiques. Mais non, tu t'es auto-attribué ce rôle. Mais pas du tout. Mais pas du tout. Moi, je constate. Vas-y, mon ami. Je constate, mon ami. Je constate Zidane. que ce monsieur-là a eu une dose de scepticisme à son encontre qui a été un peu plus élevée que pour d'autres. Donc, qui était légitime. En tout cas, un petit scoop, un vrai. J'ai participé en tout cas au sondage de la FIFA, de Best Player, de Best Entraîneur, et j'ai voté pour Zidane. Au premier lieu. En deuxième position, pour moi, le meilleur entraîneur aujourd'hui en Europe, si on parle techniquement, pour moi, c'est Jardim. C'est Jardim, un entraîneur qui, lui, malheureusement, n'a pas eu la carrière de footballeur, en tout cas, mais c'est quelqu'un qui est en train de réussir quelque chose que pas beaucoup d'entraîneurs ont pu réussir. En termes d'optimisation des ressources, oui. En termes d'optimisation de ressources, mais bien sûr, quelqu'un à qui on enlève 7 joueurs titulaires, qui fait rentrer dans les comptes les comptes bancaires de l'AS Monaco des centaines de millions d'euros, et le club est toujours aussi compétitif. Il y a 3 critères pour l'entraîneur. Il y a les titres, évidemment, et l'optimisation des ressources, c'est-à-dire les titres par rapport à ce qu'on lui a mis sur le terrain. Et il y a dans quel état tu laisses l'équipe quand tu pars, et quatrièmement, est-ce que tu fais progresser tes joueurs. Mais c'est vrai, il y a des gens qui laissent des champs de ruines. Et il y a des gens qui font progresser les joueurs plus que d'autres. Jardim, il y a un tableau qui circule sur les réseaux sociaux qui est fascinant, où tu vois la valeur marchande, parce qu'aujourd'hui, que prennent les joueurs à l'entrée, à leur sortie de Monaco, il les fait progresser. Incroyable. Et je vais aller même plus loin. Regardez un peu, je ne souhaite pas ça évidemment à Mbappé, mais qu'est-ce que deviennent ces joueurs ensuite? Il y en a très peu qui restent, qui tombent sur des entraîneurs qui en tirent autant de performances. Regarde Abnor, excellent exemple. Regarde Martial, tu en as quand même l'impression qu'ensuite ça plafonne un peu. Reda, le cas de Falcao qui plafonne aussi un peu. Reda, on donnait fini pour le football et est en train de renaître. Falcao, et qui est en train de s'imposer et de redevenir l'un des meilleurs attaquants, en tout cas, en Europe. Ton ami Zidane. Monaco joue demain, donc ça peut être une superbe transition pour parler. Non, mais avant de parler de Monaco qui joue demain. Non, qu'il y a des transitions. Non, mais tu m'en as donné une déjà. Mon ami Zidane. Ton ami Zidane. Qui n'est pas mon ami, j'aurais adoré l'avoir comme ami, Zidane, un joueur formidable. Zidane, mais c'est pas mon ami. Qui est un super entraîneur, mais qui est en train de connaître, et lui et son Real Madrid, un début de saison un petit peu compliqué en Liga, qui accuse déjà 4 points de retard sur le Barça leader. Alors, est-ce que c'est grave, docteur? Retour à Madrid et à docteur Fred Hermel. Eh bien oui, le Real patine un petit peu en Liga. Mais franchement, comme dirait Zizou, il vaut mieux patiner un petit peu, avoir des petits ratés, comme ces 2 matchs nuls consécutifs à domicile contre Valence et contre l'autre équipe de Valence, Levante, au mois de septembre, que d'avoir ça au mois d'avril, au moment où se jouent les titres. Donc c'est vrai que c'est une période un petit peu compliquée pour le Real Madrid, qui avait été excellent
lors de la Supercoupe d'Europe en battant Manchester United et après contre le Barça en Supercoupe d'Espagne avec ce double match remporté par les Madrilènes. Il y a un petit coup de décompression, mais je pense qu'il faut y voir aussi les effets du travail de préparation physique qu'avait mis en place cet été Antonio Pintus, le très puissant, le très difficile, le très autoritaire préparateur physique du Real Madrid. Donc le début de saison, les joueurs ressentent un petit peu les effets du gros travail physique de l'été, mais tout ça va rentrer dans l'ordre. Mais attention, s'il y a victoire dimanche à San Sebastián, parce que sinon, là, l'écart avec le Barça, qui est aujourd'hui de 4 points, pourrait s'agrandir. Mais on n'en est pas là. Pour l'instant, le Real ne s'inquiète pas, parce que son entraîneur, lui, ne s'inquiète pas. Voilà. San Sebastián, ouais. Zidane qui s'inquiète pas. Donc déjà. Federman ne s'inquiète pas. Voilà, non plus. Federman ne s'inquiète jamais. Par contre, là où il a raison, c'est qu'il est dur le calendrier pour le Real. Il est fait voyager chez une équipe qui est en super forme, qui est co-leader, je pense. Ouais. Co-leader avec 3 victoires sur 3 possibles. Et pour se remettre en forme et pour éviter de se faire larguer, ça va être compliqué. Maintenant, rien ne se joue aujourd'hui. Non, c'est sûr. Rien ne se joue aujourd'hui. Il n'y a rien de. Les 2 matchs sont différents. Hein. On a tendance à les comparer. Valence fait un super match. Arrache ce point. C'est plutôt le Real qui arrache puisqu'il gagne. Oui, non, mais à la limite, le deuxième match, un petit peu moins, voilà, un petit peu plus inquiétant, voilà. Voilà. Des blessures, des suspensions, donc Ronaldo. L'absence de Ronaldo, Benzema, c'est tombé aujourd'hui. C'est tombé aujourd'hui, Ronaldo. Ouais. Sa suspension de 5 matchs a été confirmée par le TAS, par le tribunal arbitral. Donc les suspensions de Ronaldo, la blessure de Benzema qui n'est pas là pour 5 semaines, Bale qui peine à retrouver son niveau. Donc il se repose sur qui finalement au niveau offensif? Justement, il y a cette polémique. Asensio, il y a cette polémique en Espagne. Polémique autour du Real Madrid. Pardon, ils ont lâché Morata, ils n'ont pas remplacé. Justement, c'est ça le débat en Espagne aujourd'hui. Pourquoi le Real Madrid s'est-il séparé et de Morata, qui est en train de marquer but sur but avec Chelsea, et de Mariano, qui est déjà à 4 ou 5 buts avec Lyon, le jeune attaquant du Real Madrid la saison passée. Aujourd'hui, avec la blessure de Benzema, il a tout fait. Il a tout essayé d'ailleurs, Zidane, lors du dernier match, Bale avec en pointe. Gareth Bale en pointe. Et ça n'a absolument rien donné. Gareth Bale en pointe. C'est la limite de la gestion d'effectifs de ces gros clubs. Tu ne peux pas non plus avoir 50 joueurs sur le banc de touche. Tu ne peux pas non plus demander à un joueur du type Morata de s'asseoir sur le banc de touche pendant 3 matchs sur 4. C'est difficile à accepter. Enfin, c'est difficile, c'est pas une question d'ego, c'est une question naturelle, c'est des ambitions naturelles de vouloir jouer. C'est quelqu'un qui en Italie a fait un festival. Il se retrouve derrière, et c'est normal, parce que footballistiquement, il est derrière. Il y a très peu de clubs dans lesquels Morata serait remplaçant. Mais tu prends la plupart des clubs. Il est normal qu'il ait choisi. La plupart des grands clubs européens, c'est pareil. Aujourd'hui, le banc de touche du Barça, il est constitué de qui? Le banc de touche du Barça est beaucoup moins fort que celui du Real. Voilà. Le banc de touche parisien, aujourd'hui, Cavani se blesse. Bon, maintenant, Mbappé, effectivement, peut jouer dans l'axe, mais en termes d'attaquant pur, aujourd'hui, Cavani se blesse à Paris. Tu ne peux pas aujourd'hui, vu le niveau de ces joueurs. Tu ne peux pas avoir effectivement des joueurs à 50-60 millions d'euros et les mettre sur un banc. Quand Cavani souffrait un peu dans l'ombre de Zlatan, on voyait bien que ça posait des problèmes qui ont été réglés d'ailleurs par le départ de Zlatan. On n'aurait pas pu passer 5 ans comme ça. Ils l'ont parce qu'ils l'ont beaucoup exilé sur le côté droit aussi. D'ailleurs, ils sont qui est pas son poste. Mais voilà, ça a ses limites. Aujourd'hui, les supporters, il faut qu'ils comprennent qu'on ne peut pas avoir deux Ronaldo, un sur le banc, un sur le machin. De Benzema. Voilà. Et le bricolage. La poisse. Comme Bale, voilà, ils vont peut-être faire monter Asensio, j'en sais rien. Il y a des options en interne qui font qu'ils vont avoir des joueurs qui ne jouent pas à leur poste. Ce bricolage, entre guillemets, fait partie d'une saison normale. Quoi. Non, après, tu as aussi la poisse qui entre en jeu, parce que très souvent même, tu as des joueurs qui peuvent occuper 2 postes, 2 très bons joueurs qui peuvent occuper 2 postes sans problème. C'est un garçon comme Benzema peut jouer à gauche comme il le faisait à Lyon, mais il est avant-centre. Un gars comme Ronaldo joue excentré, mais il peut jouer aussi avant-centre. Mais quand tous les deux se blessent en même temps, effectivement, à un moment charnière, attention, il faut un moment rapporter des limites. On parlait de Zidane, une des limites que j'avais sur Zidane, c'était son comportement parfois sur le terrain, qui était ce fameux coup de tête, etc., qui n'était pas le seul. Ronaldo, il est aujourd'hui absent, pas parce qu'il est blessé. Ronaldo, il n'est même pas absent parce qu'il a enlevé son maillot sur le premier jaune. Il est là, il est là le problème. Voilà comment. Je crois que la suspension de 5 matchs, c'est parce qu'il touche l'arbitre. Oui, s'il n'y avait pas eu un rouge, s'il n'y avait pas eu le premier jaune pour nous montrer ses muscles en plein été,
fait, il n'aurait pas eu le deuxième rouge, et du coup, il n'aurait pas touché l'arbitre, et du coup, voilà. D'accord. Donc voilà un effet papillon, petite cause. Et il voulait répondre, à Messi. Voilà, exactement. Ça fait partie des limites qu'on peut avoir sur ce personnage, qui par ailleurs est un grand footballeur, mais qui a toujours ça, qui, je sais pas, on ne progresse pas là-dessus. Laissons Zidane et Ronaldo tranquilles. Parlons donc des affiches de demain et aussi, bien sûr, cette très belle affiche, Liverpool contre le FC Séville, le Real donc contre la Poel Nicosie, Tottenham contre le Borussia Dortmund. J'aimerais bien qu'on parle des clubs anglais et de Liverpool notamment. Des clubs qui galèrent toujours en Ligue des Champions, qui n'arrivent pas en tout cas, à aller plus loin qu'un quart de finale ces dernières années, en tout cas. Tu parles de l'Angleterre en général. C'est des pays, mon ami. L'Angleterre, dans sa globalité, galère en Ligue des Champions. Alors que, par exemple, tu as l'Espagne qui a gagné 11 titres, il me semble, sur 12 possibles. Tout le monde galère à part l'Espagne, si tu veux. Si tu prends les choses comme ça. La dernière grosse performance, c'est Chelsea en 2012. Voilà, 2008, quand... Le Bayern aussi, il ne faut pas oublier. Bayern, non, je parle des Anglais. La performance anglaise, à Chelsea, ce n'est pas une performance, c'était plutôt un accident. Parce que c'est l'année où ils ne devaient pas la gagner, ils l'ont gagné. C'est une performance. De fait, ils ont gagné la Ligue des Champions. 2008, je crois que 3 équipes sur 4, la finale est anglaise. 3 équipes sur 4 en demi-finale sont anglaises. Oui, il y a une chute du football britannique au niveau des clubs, comme il y a eu une chute du football italien. Maintenant... Mais comment l'expliquer, Reda, alors que c'est le championnat le plus prestigieux, le championnat le plus riche, les équipes les plus riches. C'est juste le plus riche, plus prestigieux. En titre, c'est pas à dire. C'est le plus passionnant en tout cas à suivre. Je sais pas pour ceux qui aiment l'intensité. Pour moi, à titre personnel, c'est le meilleur championnat. C'est celui que je préfère regarder parce que tous les matchs sont intéressants. Après, les puristes disent qu'on va juger tout ça à l'aune des titres, et les titres, c'est l'Espagne. On va pas rentrer dans ce débat-là. Moi, je pense que ce qui s'est passé dans les années 2005, 6, 7, 8, 9, c'est que l'Espagne a très bien travaillé, tout simplement. Voilà. Et que les Espagnols ont franchi des paliers au niveau technique. Ils ont repensé leur jeu et ça s'est déroulé de la fédération vers tous les clubs. Il y a un véritable élan autour de ça. Ils ont correctement travaillé. Voilà. Après, individuellement, la chute de Liverpool après 2008 est une chute sportive, c'est une politique sportive. Ils ont super mal géré l'après Benitez. Voilà, des recrutements catastrophiques, des joueurs. Et puis, n'oublions pas que Liverpool, par exemple, a vendu ne serait-ce qu'au... s'est libéré de Mascherano, de Xabi Alonso, de Suarez. C'est des clubs qui sont devenus des clubs de transition alors qu'ils étaient des clubs cibles au début. Voilà. Ils ne sont pas adaptés à ce nouveau marché. Maintenant, si tu me demandes ce qui va se passer demain, c'est que la gloire va revenir sur les épaules des Reds. Ça va commencer demain en battant Séville. Et merci. Voilà, Séville, donc ce mercredi, Séville contre Liverpool. Liverpool qui reste quand même... Sur un 5-0. Sur un 5-0, qui restait avant sur une victoire 4-0 face à Arsenal, qui se prend 5-0 contre Manchester City. Voilà, c'est de l'émotion. Déjà sur le 5-0, sur le 5-0, déjà, il y a eu 2 matchs. Voilà, il y a eu avant Mané, après Mané. C'est une équipe qui est déséquilibrée, qui penche vers l'avant, on le sait. C'est une équipe qui est plus faite pour les coupes que pour les championnats. C'est une équipe de coups. Elle a montré en UEFA League, en Europa League, quand justement ils perdent en finale contre Séville. Ils avaient fait un super match contre Dortmund. Voilà, c'est une équipe qui va se battre pour essayer de s'inscrire dans le top 4 pour être en Ligue des Champions et faire un coup en Ligue des Champions, un coup étant un quart de finale ou une demi dans le meilleur des cas. C'est une équipe qui n'est pas outillée défensivement pour aller plus loin. Par contre, c'est une équipe qui a beaucoup de cœur et une attaque extraordinaire, je pèse mes mots. Et par contre, qui peut prendre des buts à n'importe quel moment. Voilà, c'est la garantie, comme toujours dans le ADN de cette équipe. C'est un petit peu le souci de tous les clubs anglais. Défensivement, alors qu'il n'y a pas de joueurs anglais, mais défensivement, c'est... Ils ont gardé cet ADN, anglaise un peu... Juste un chiffre, Guardiola et Manchester City ont dépensé l'essentiel de leur cagnotte en joueurs défensifs. Voilà. Bendy arrière gauche et Walker arrière droit, et ils prennent aussi un troisième. Elle a acheté une défense. Ils ont acheté... Il en manque un gardien. Le gardien du Benfica Lisbonne, qui s'est blessé d'ailleurs dans le choc face à Sadio Mané, qui est aujourd'hui le gardien le plus cher de l'histoire du football. Les 4 de Liverpool, les centraux, Matip et compagnie, les latéraux, y compris Mignolet, sont pas ces 5-là, si tu les prends, ce ne sont pas des joueurs qui pourraient jouer dans un club qui prétend à la Ligue des Champions. Mais c'est ça qui est horrible, c'est qu'aujourd'hui vous avez un club qui a un nom, parce que Liverpool est quelque chose de très prestigieux. Vous avez un club qui a un entraîneur incroyable, parce que le club aujourd'hui fait partie... C'est un personnage, c'est un vrai personnage. Il est dantesque cet entraîneur. Vous avez une équipe qui a un trio d'attaque, donc Salah, Mané, le Brésilien,
Firmino. Voilà, et Firmino, Coutinho qui revient, effectivement. Tu as un super Lallana sur le banc de touche. Voilà, Lallana, tu as du Emre Can, mais voilà, mais qui tu as Can qui fait un super. Mais en après même temps, la base, le socle, la défense. Voilà, exactement. Voilà, donc- avec Matip, donc, voilà, avec donc, Mignolet, le ça va problème pas très très loin. se situe à quel niveau? Au niveau de la vision, au niveau de la Tu peux direction le sortir technique. Moreno du lot où il est un petit peu au-dessus des Et autres. c'est un peu mais dommage, globalement- parce que tu sens qu'il manque Mais ce petit complément d'armes qu'aujourd'hui, c'est des en défense. joueurs. pour que- On est une génération qui a grandi avec le foot anglais, peut-être des années 80, qui avait un véritable pouvoir d'attraction en termes de prestige. Aujourd'hui, les jeunes joueurs veulent aller en Espagne aussi vite que possible. Il faut être clair. Coutinho est resté parce qu'il y a eu un bras de fer. Mais si tu donnes le choix aux joueurs d'Angleterre, ils veulent tous aller. L'Angleterre est devenue tout à l'heure, le pareil de club de transition, c'est ça. C'est qu'aujourd'hui, tu vois, les petits génies, on les trouve beaucoup en France maintenant. D'ailleurs, cette équipe de France aujourd'hui a une génération entre 17 et 20 ans qui est exceptionnelle. Rêvent tous d'une chose, c'est d'aller en Angleterre. Et pour ceux qui sont en Angleterre, une fois qu'ils sont un peu confirmés, c'est d'aller en Espagne. En tout cas, rapidement, le programme de cette Ligue des Champions ce mercredi avec dans le groupe E le Spartak de Moscou chez les Slovènes de Maribor, Liverpool qui reçoit le FC Séville, groupe F Feyenoord contre Manchester City, Shakhtar Donetsk qui reçoit Naples, groupe G Leipzig contre Monaco et Porto contre le Beşiktaş et puis le groupe H, le Real Madrid qui reçoit l'APOEL Nicosie et Tottenham contre le Borussia Dortmund. Je rappelle donc que le club est désormais diffusé sur les ondes de Radio Méditerranée Internationale, Médien Afrique, un petit peu partout pour rendre encore plus riches et plus célèbres nos amis dans toute l'Afrique. Alors, à Libreville, vous pouvez nous suivre sur le 101.5, en Côte d'Ivoire à Abidjan 92.2, à Dakar au Sénégal le 93.8, à Monaco et à Nice en France, 90.6. À Nouakchott en Mauritanie, 102.4. Au Cameroun, à Yaoundé, 96.2. Et puis à Ouagadougou, au Burkina Faso, 90.3. Merci Reda. Merci. C'était bien. Et Amine. Merci d'avoir fait des nous des gloires. Voilà, exactement. Par contre, riche, j'attends de voir. On verra ça pour plus tard. Je tiens également à saluer le retour de notre réalisateur Driss Tba. Mes remerciements à toute l'équipe technique. On se donne rendez-vous mardi prochain pour un nouveau numéro du club. Ciao. Salut.